journaliste à Radio France, que vous voyez également sur la chaîne L'Équipe, dans l'équipe de Greg, et qui a traité des sports mécaniques chez nos confrères de Canal. Bonjour à tous, oui, parce que la course à la performance par l'amélioration du matériel existant est l'affaire de tous les sports. Vous allez voir, on va s'intéresser, nous, à 4 sports, à 4 familles de sports avec nos intervenants pour tenter donc de répondre à cette question. Je vais vous demander de les accueillir chaleureusement, bien sûr, le point de vue des sports mécaniques avec Steven Debock, vice-président Consumer Business Unit Bridgestone Europe. La voile également avec l'un des meilleurs navigateurs français, Charles Caudrelier. L'athlétisme avec Stéphane Diagana, consultant France Télévisions, le premier champion du monde d'athlétisme masculin français, et le cyclisme. Vous pouvez vous installer avec Johan Offredo, l'ancien coureur et consultant France Télévisions. Je vous laisse vous installer, messieurs. Charles, vous allez peut-être aller vous mettre au bout, là-bas, parce qu'on va se tourner vers vous en premier dans le grand canapé, parce que vous allez devoir nous quitter avant la fin pour une bonne raison, hein, Charles, puisque vous êtes l'un des grands favoris de la prochaine Route du Rhum sur Maxi Edmond de Rothschild. Et vous avez un petit peu de travail avant le départ, et c'est bientôt ce départ. Racontez-nous. Écoutez, c'est le 6 novembre. Alors, c'est pas tout de suite, mais pour nous c'est demain. On navigue beaucoup et on essaye de faire aussi évoluer notre bateau. Et cette année, on a fait beaucoup d'évolutions parce que notre bateau date de 2017. Il y a beaucoup de nouveaux bateaux. Et il faut aller de l'avant pour rester performant. Ce bateau était une référence depuis 2-3 ans. On a gagné beaucoup de courses avec, mais si on n'avance pas, on recule par rapport aux autres. Donc on a des nouveaux foils, c'est des appendices qui nous permettent de voler, des nouveaux safrans, on a tout changé. Et c'est demain pour nous, donc il faut valider tout ça. Donc dès demain, je repars en mer pour tester une nouvelle pièce du bateau qu'on attend beaucoup de cette pièce-là. Oui, parce que Charles, vous avez beaucoup de travail. Parce que c'est pas un vain mot de dire que c'est un bijou de technologie, ce bateau. Ce sont ces bateaux. Alors, on va voir des photos, vous savez, ces maxi trimarans, pardon, qui volent tout simplement au-dessus de la mer. C'est incroyable. Oui, c'est une expression voler, puisqu'on est toujours en contact avec la mer, mais en fait, on a des appendices. Donc, on vole sur 4 points. Hein. Il y a le foil, qui est l'appendice principal, qui porte quasiment 80% du bateau. Après, on a une dérive au centre, pour ceux qui connaissent, c'est le point central du bateau, sur lequel on a mis une aile, qui s'appelle une aile, on appelle ça une aile de raie, parce qu'elle a une forme d'aile de raie qui nous permet de voler, qui porte aussi une grande partie du bateau. Et après, on a les gouvernails, sur lesquels on a mis aussi des petites ailes. Et donc, quand le bateau dépasse une certaine vitesse, la poussée de l'eau nous fait décoller. Et en fait, on passe de 50 mètres carrés de surface des coques. C'est un trimaran, il a 2 coques, qui fait 32 mètres par 23. Donc, on a à peu près 50 mètres carrés de surface qui frotte l'eau. Donc, c'est beaucoup de frottement. Et là, on s'élève et on repose sur 4 mètres carrés. Donc, on soulève les 17 tonnes du bateau sur 4 mètres carrés, ce qui nous permet d'accélérer énormément. Ça, c'est un peu une révolution. Alors, on n'est pas les premiers à avoir pensé, parce que j'ai fait un peu des recherches pour voir. Je me rappelais qu'Éric Tabarly avait essayé de voler il y a longtemps, avec plus ou moins de succès, parce que la technologie ne le permettait pas vraiment. Mais déjà, en fin du 19e, il y a des gens qui ont essayé de faire voler des petites barques en les traînant avec des chevaux. Et ils ont réussi à faire décoller un petit bateau. Mais la technologie ne permettait pas. Et aujourd'hui, on arrive à faire ça. Ça nous paraît aujourd'hui normal. Mais il y a 5 ans, quand ce bateau a été conçu, pas grand monde n'y croyait. Même moi, j'étais un peu sceptique sur le fait de pouvoir voler au large quand il y a de la mer. Et en fait, l'audace a payé, puisque ce bateau, aujourd'hui, est devenu une référence. Et nos camarades ont commencé à faire les mêmes choses, les mêmes concepts, et à avoir des ailes. Et il a été complètement conçu pour voler. Et on y arrive jusqu'à 3-4 mètres de verre. On arrive à très bien voler. Et après, on est entre le vol et toucher l'eau. Mais les gains de performance, c'est vraiment une révolution. Hein. Nos bateaux vont presque 10 nœuds plus vite que les bateaux sur lesquels j'ai commencé à faire les premiers ultimes il y a même pas 5-6 ans de ça, enfin 10 ans de ça. Donc c'est une révolution. Et ça se voit partout d'ailleurs, ça se voit sur les plages aujourd'hui, tout le monde passe au foil. Et moi-même, je suis un fan de tous les sports nautiques et je pratique tous les sports sur foil. Et c'est vraiment une révolution dans le monde nautique. Alors comment on fait voler un bateau? C'est une histoire de cavitation. On va regarder une petite vidéo explicative que vous avez faite. On regarde tous ensemble. Sur le Maxi Edmond de Rothschild, on a 4 plans porteurs qui travaillent en fait. On va voler sur un foil qui va prendre lui la plupart du poids du bateau.
Donc on descend toujours celui qui est sous le vent. Ensuite, on va avoir l'aile de raie donc sur le plan porteur de la dérive qui est au niveau de la coque centrale. On appelle une aile de raie parce que c'est un peu une forme de raie. Qui, elle, va gérer la stabilité en gîte du bateau et nous permettre de gérer les surventes. Et ensuite, on travaille sur les 2 safrans qui sont derrière, donc le safran central et le safran du flotteur sous le vent. Et donc on se retrouve en appui sur 4 points. Concrètement, quand on passe du mode archimédien où le bateau flotte au mode volant, on divise par 10 la surface qu'on a dans l'eau. On passe de presque 50 mètres carrés à un peu plus de 4 mètres carrés. Et donc évidemment, ça crée beaucoup moins de traînées et donc beaucoup moins de freins pour que le bateau avance. Si on compare la génération d'avant qui ne volait pas, voilà, on est entre 4 et 8 nœuds selon les allures, donc c'est énorme. C'est une révolution, c'est pas une évolution. Un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui avec le vol, c'est que les bateaux ils vont de plus en plus vite. On arrive à des vitesses aujourd'hui qui deviennent problématiques, où on rentre dans les domaines de la cavitation. Aujourd'hui, on a des appendices qui, au-delà de 40 nœuds, cavitent tout le temps. Et la cavitation, c'est quoi? C'est qu'à un moment, la vitesse qui accélère dans l'avant sur l'appendice, à un moment, ça crée une dépression. Et quand cette dépression est trop forte, l'eau peut se transformer en gaz. On arrive à avoir de la cavitation qui est destructive. Donc vraiment où les poches de vapeur ou de gaz qui se forment viennent imploser et viennent creuser nos appendices. Et en fait, quand l'état de surface de l'appendice est plus bon, ça détériore énormément la qualité de l'appendice et notamment sa qualité à se défendre de la cavitation. Donc la cavitation, donc là on a un profil asymétrique, celui-là. Donc pour créer du lift, on va lui mettre de l'incidence. Tout le dessous du profil, l'intrado, il va travailler en surpression pour créer du lift. Et tout le dessus, du coup, va être en dépression. Et si cette dépression est assez élevée, on va former en fait des poches, des bulles de gaz ou de vapeur au bord d'attaque et qui vont venir gonfler, plus la pression monte et à un moment exploser. C'est les bruits qu'on entend en général quand des choses cavitent, on entend un bourdonnement, c'est de là que ça vient. Et à la fin, parfois, si la pression monte encore, ces bulles peuvent venir imploser et venir se raccrocher, coller, taper sur la surface et vraiment faire des creux, des cratères. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui sur nos bateaux. On retrouve vraiment ces phénomènes où on détruit la matière ou la peinture sur les dessus des appendices. Ça nous est arrivé à des premières tentatives du Trophée Jules Verne où l'équipage sentait bien qu'il y avait un frein dans l'eau. Et en fait, la cavitation avait complètement arraché le carbone du dessus de notre aile de raie, de notre plan porteur de dérive. On se sert beaucoup de nos sens et de l'oreille, parce qu'en fait la cavitation c'est une explosion, donc ça fait des vibrations et on l'entend et à un moment on sent que le bateau souffre, que les appendices souffrent. Une problématique pas simple de résoudre la cavitation, parce que déjà sur les bateaux qui font de la course au large, on est obligé d'avoir une plage d'utilisation qui est grande. Donc on pourrait très bien avoir des profils qui sont très optimisés pour ne pas caviter, aller très vite. Par contre, ces profils ne fonctionneraient voire même pas ou seraient très mauvais à plus basse vitesse, on va dire à 25-26 nœuds. Malheureusement, en course au large, on est obligé d'utiliser le bateau de 15 à 45 nœuds. Ça fait partie des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Ça a été de faire un appendice qui est capable de caviter plus tard. Et dessiner un appendice très optimisé qui a une plage d'utilisation de vitesse, on va dire, de plus de 10 nœuds, ça commence à être assez compliqué parce qu'on doit chercher des profils qui fonctionnent à basse vitesse et à haute vitesse. Ça peut être une différente géométrie, comme on parlait tout à l'heure, ou des différents profils. Il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est la structure. Parce qu'on sait que si on faisait un appendice plus fin, on arriverait mieux à retarder la cavitation, sauf qu'il faut qu'il soit capable de porter le poids du bateau et puis d'encaisser tous les coups en mer. Donc c'est un compromis entre tout ça. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire, la technologie ne nous permet pas, donc on va progresser et on va comprendre des choses. On n'arrivera jamais à la supprimer complètement, mais on peut aussi choisir le moment où elle démarre, ou alors choisir quel type de cavitation, avec quel type de cavitation on a envie de travailler. C'est quand même qu'une histoire de compromis, quoi. On n'a pas la solution parfaite, c'est vraiment des compromis. Voilà, vous savez désormais ce qu'est la cavitation. Ce qui est intéressant, c'est fascinant, Stéphane, je sais que vous aimez bien la voile. C'est fascinant de voir ces bateaux, de voir le processus également qui amène à tout ça. Oui, c'est vrai que je comprends que c'est vraiment une révolution plus qu'une évolution. C'est ce qu'on appelle de la rupture plus que
l'amélioration incrémentale petit à petit quand on reste dans le même champ. Là, on change complètement d'univers. Et oui, c'est passionnant, mais c'est les matériaux qui rendent ça possible, parce qu'effectivement, porter le poids du bateau sur 4 mètres carrés, j'imagine que ça demande des matériaux qui sont exceptionnels en termes de résistance. Et ça demande du travail. Là, on a vu les pièces, on a vu les tests sur l'eau. Vous commencez par travailler numériquement sur l'élaboration de ces pièces. Racontez-nous. Oui, effectivement, depuis quelques années, le numérique prend beaucoup de place. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est incapable de produire beaucoup de pièces. On ne peut pas essayer. Une production d'un foil, c'est 6 mois de travail minimum. C'est un coût très élevé. Donc, alors notre premier foil, on l'appelait K24. Ça veut dire qu'ils avaient dessiné 24 foils avant de produire celui-là. Et aujourd'hui, on est rendu à K82. Depuis que je suis arrivé, ça fait 3 ans. Je travaille sur ce foil. Enfin, je travaille avec mon équipe. On a une équipe de 6 ingénieurs qui travaillent là-dessus. C'est en numérique. Ça s'appelle de la CFD. C'est la mécanique des fluides. Et alors, c'est un peu théorique parce que c'est un peu dans un monde parfait. On a beaucoup de mal à... Vous imaginez bien qu'entre un fluide, une mer plate et une mer formée, il y a une grosse différence. Donc c'est ça qu'on a un peu du mal à appréhender dans les modèles. Mais on regarde ce qui se passe. Mais la cavitation, c'est très compliqué à voir dans les modèles. Et il y a aussi un autre phénomène qui s'appelle la ventilation. La cavitation, c'est l'air qui se forme dans l'eau, donc quand la molécule d'eau explose, H2O. Mais il y a aussi la ventilation, c'est de l'air qui est aspiré de la surface. Donc c'est ces deux phénomènes-là qu'on arrive très mal à gérer dans les ordinateurs. Donc c'est un mélange entre les ordinateurs et ce qu'on observe. On regarde beaucoup avec nos yeux, on observe beaucoup ce qui se passe pour essayer d'identifier les endroits où il y a de la cavitation, pour essayer de comprendre après numériquement ce qui se passe et d'évoluer. Mais c'est vrai qu'on a dessiné, depuis que je suis arrivé, on a dessiné plus de 60 foils pour arriver à un résultat qui est pas mal. On a gagné 4-5 nœuds de cavitation, pour nous c'est fantastique, hein. Mais c'est un gros boulot, il y a beaucoup de monde autour de ça. Voilà. Est-ce que vous mettez des caméras sur les appendices pour essayer d'avoir des images de ce qui se passe ou est-ce que Exact, ça c'est une très bonne question. Effectivement, on filme beaucoup de l'extérieur, mais par exemple sur la Coupe de l'América, qui est notre architecte qui est français, qui a dessiné le bateau qui a gagné, Team New Zealand qui a gagné, il nous a dit il faut que vous placiez des caméras sur vos appendices parce qu'on voit des choses que les ordinateurs n'ont pas trouvées et on comprend beaucoup de choses. Et la moindre entrée d'air, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. On voit ce qu'il y a au-dessus, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc il faut observer et on travaille là-dessus. On n'a pas encore réussi à mettre des petites caméras parce que c'est assez compliqué à faire. Mais c'est une des pistes justement pour comprendre. Et après, on arrive à corriger un peu les modèles numériques et à les adapter et à progresser. Mais il y a eu un progrès énorme depuis quelques années sur le numérique. Mais ce n'est pas encore parfait. Et donc on se trompe. On parle beaucoup du foil, mais il y a aussi beaucoup d'autres innovations sur votre bateau. Là, on a parlé de l'hydrodynamique, hein, donc c'est faire voler le bateau. Donc voilà, c'est de la portance. La portance, ça entraîne de la traînée. Donc nous, on essaie de faire les appendices qui portent le plus et qui traînent le moins. Donc simplement, plus ils sont souvent fins et petits, moins ils traînent. Mais après, il y a le problème de la structure. Donc là, voilà. Mais ensuite, il y a aussi l'aérodynamique, c'est très important. Et on a énormément travaillé. Donc on voit que le bateau a des ailes un peu. Donc le bateau, c'est 3 flotteurs qui sont tenus par des bras. On appelle ça, c'est les bras qui tiennent. Et ces bras-là, c'est une des plus grosses parties de la traînée. C'est pour ça que derrière, on a commencé à avoir des carénages, un peu comme sur les voitures, comment ça s'appelle, la voiture, les spoilers. C'est pour réduire la traînée aérodynamique. Et c'est très important parce que on arrive à réduire quasiment de moitié la traînée des bras. Et on arrive même aujourd'hui à faire que notre bateau va très vite, donc le vent vient toujours de l'avant, même quand le vent vient de l'arrière. Le vent qu'on ressent sur le bateau, c'est un mélange du vent réel et du vent de la vitesse, un peu comme dans une voiture, quand vous mettez votre main, vous avez toujours le vent qui vient de l'avant. Et donc ça nous freine, et nos ailes qu'on a mis sur les bras, par exemple, le bras avant, il est propulsif aujourd'hui. Il fonctionne comme une aile, et donc il nous pousse vers l'avant, et donc c'est des gains énormes. Et on se bat énormément sur l'aérodynamique de la plateforme. Il y a des gains énormes aussi à faire. C'est 20 ou 30% de la traînée du bateau, donc il faut lutter contre ça. Et ensuite, il y a les voiles, c'est notre moteur. Et une voile, elle produit de la poussée, mais elle fait aussi de la traînée. Donc ça, c'est là où on essaie de progresser. C'est là où il y a peut-être le plus de marge de progression aujourd'hui. Vous voyez qu'on a des voiles souples sur nos bateaux parce qu'on a besoin de réduire la surface par moment quand le vent monte. Mais sur les bateaux, pour ceux qui ont suivi la Coupe de l'Amérique, il y avait des ailes à un moment, parce que l'aile est beaucoup plus efficace.
Et ça, je pense que c'est l'avenir. La prochaine révolution, elle va être là. La révolution hydrodynamique, elle a eu lieu, on vole, on va beaucoup progresser, mais le moteur, là, il faut qu'on passe sur des ailes beaucoup plus rigides. On va tellement vite que maintenant, il nous faut des choses beaucoup plus fines, avec une finesse, un peu comme une aile de parapente. Il faut gagner de la finesse. Et ça, c'est l'avenir, je pense. Mais c'est très compliqué, parce qu'une aile rigide, pour réduire la surface, vous comprenez bien que c'est pas simple. On se posait la question de jusqu'où cette innovation dans la performance. Il y a des règles en voile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer des jauges à ne pas dépasser? Il y a une législation de laquelle il faut tenir compte. Oui, alors la classe ultime, c'est une classe, elle se dit ultime, mais il y a très peu de règles. Il y en a quelques-unes, mais elle est assez simple. La règle, c'est la taille. On ne peut pas faire plus de 32 mètres, on ne peut pas faire plus de 23 mètres de large. On a un tirant d'air, la hauteur, et après, il y a plein de petites règles, mais on est assez ouvert. Donc, ce qui nous permet d'innover, mais il y a après, voilà, on a quand même quelques règles qui sont contraignantes. Et évidemment, le jeu, comme dans tous les sports mécaniques que vous pouvez voir en Formule 1, c'est d'aller chercher les limites, parce que souvent, les règles nous contraignent en termes de performance. Donc, on essaye de jouer avec les limites, les interprétations. Il y a un sujet tabou en ce moment, c'était le sujet avec le bateau de François. Et où on n'a pas la même interprétation, voilà. Et donc c'est compliqué d'avoir des arbitres et des gens compétents, parce qu'en fait c'est comme en Formule 1 finalement. Les équipes il y a des ingénieurs, nous on n'est pas aussi nombreux que dans une équipe de Formule 1, mais j'ai quand même 6 ingénieurs qui en permanence réfléchissent comment optimiser le bateau, s'il y a une règle qui contraint, comment la contourner ou l'optimiser. Ça fait partie du jeu. Et la limite, elle est où? Et le problème, c'est que les gens qui sont en face de nous pour juger, ils sont pas les compétents. Enfin, ils sont compétents, mais ils sont face à des groupes d'ingénieurs qui réfléchissent. Et c'est toujours la limite. Donc ça fait partie du jeu. On le voit en Formule 1. Hein, c'est souvent dans les équipes que Mercedes va dire tiens, l'aileron de tel n'est pas bon. Et donc après, ça va être contrôlé et vérifié. Et donc voilà. Mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça toujours c'est des sports mécaniques. Donc maintenant, on a très peu de contraintes, mais il faut essayer de rester dans un cadre, c'est normal. Et on a mis des contraintes à la base, c'est pour des raisons budgétaires, parce qu'on n'avait pas envie que quelqu'un débarque avec un bateau de 45 mètres et qui serait plus grand et peut-être plus performant. Donc voilà, donc c'est un équilibre à trouver. Oui, on va parler de cet équilibre en cyclisme, en athlétisme. C'est quoi, vous, votre limite? Est-ce que vous avez envie juste d'aller toujours plus vite avec votre bateau? Oui, forcément, ça fait partie du jeu. On est des compétiteurs, mais on est aussi passionné par la technologie. Et moi, personnellement, je ne sais pas aujourd'hui, dans mon sport, je ne sais pas ce qui m'amuse le plus entre naviguer et passer des heures devant les ordinateurs à réfléchir comment faire mieux. C'est aussi passionnant. Donc on cherche à repousser les limites et on est au début du vol. Hein. Voilà, il y a quelques années, j'étais un des premiers à naviguer sur les gros multicoques géants. On ne volait pas encore. On allait à 20 nœuds au près. Et je me rappelle de la première sortie, on trouvait ça complètement dingue et on est allé à 40 nœuds. Et aujourd'hui, on arrive à aller presque face au vent. C'est l'allure la plus lente. Aujourd'hui, on est à 30 nœuds. En 10 ans, même pas, on a évolué. Donc c'est complètement dingue. J'avais jamais soupçonné, il y a 10 ans, qu'on arriverait à ces vitesses-là face au vent. Et aujourd'hui, quand je ne suis pas à 40 nœuds dans les allures rapides, je suis frustré parce que mon bateau ne va pas assez vite, alors qu'avant, j'avais peur de dépasser 40 nœuds. Et on s'habitue à la vitesse. Et puis, comme le bateau vont plus vite et en sécurité, je pense que c'est comme en voiture. Les voitures d'il y a 30 ans à 200 km/h, on avait peur. Aujourd'hui, dans une voiture classique à 200 km/h, on a beaucoup moins peur, on est très à l'aise. Donc, et on arrive à gagner en vitesse, mais aussi en sécurité. Donc, c'est ça qui est intéressant. La limite, elle est où? Je ne sais pas. Je pense que dans quelques années, peut-être mes enfants rigoleront en disant que je faisais le tour du monde à 25 nœuds ou 30 nœuds de moyenne. Je ne sais pas où on sera, mais on va beaucoup progresser, c'est sûr. Merci Charles, vous restez un petit peu avec nous, même si je le disais, vous devez nous quitter avant la fin de cette table ronde. Vous parliez des sports mécaniques, on va en parler justement tout de suite avec les pneumatiques qui font partie du matériau important en sport mécanique, de cette course à la performance aussi qui existe dans les départements recherche et développement des entreprises qui investissent dans le sport de haut niveau. On en parle avec vous. Steven De Bock, vous êtes donc vice-président Consumer Business Unit de Bridgestone Europe. Vous nous faites le plaisir de nous répondre en français
français qui n'est pas votre langue maternelle, donc merci beaucoup. Et vous, donc, vous fabriquez ces pneumatiques, alors ceux de la Formule 1 autrefois, de l'IndyCar notamment. Maintenant, racontez-nous. Comme vous le savez, nous avons chez Bridgestone, on a un héritage assez long dans le sport automobile. On a passé 14 ans à être fournisseur de pneumatiques Formule 1. On a assisté Michael Schumacher à gagner 6 fois consécutives en Ferrari. On fait aussi les pneus pour les IndyCar, toujours aujourd'hui, avec notre deuxième marque qui est Firestone. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le week-end dernier, on a gagné le championnat du monde moto endurance ici en France, Paul Ricard. De l'autre côté, on participe aussi à la compétition voiture solaire, World Solar Challenge. Donc on fait un peu partout dans le monde du sport mécanique. Et en 2014, on a décidé aussi de devenir partenaire mondial des Jeux Olympiques. Et c'est exactement cette semaine-ci qu'on a démarré la campagne Paris 24. Et ce matin-ci, il y avait notre représentant, Kevin Mayer, qui a commencé cet événement ce matin. Donc voilà. Merci d'être avec nous. Je veux qu'on parle de cette innovation dans les pneumatiques, de ce mélange. Alors là, on parle de performance, de quoi, d'innovation, d'environnement. Il y a plein d'enjeux d'adhérence, de poids, de durabilité. Il y a plein d'enjeux à couvrir pour vous. Oui. Le sport mécanique nous pousse vraiment à trouver des technologies nouvelles. Par exemple, aujourd'hui, on est capable de développer un pneu tout en version virtuelle. Donc on fait la combinaison données de la voiture avec les données de spécification d'un pneu. On mélange le tout dans un simulateur, on met le pilote dedans. À la fin du compte, on a un pneu presque terminé, tout en version virtuelle. Avant qu'on a même produit un prototype physique. Ça nous permet à conserver beaucoup de ressources, parce qu'il ne faut pas les moules, il ne faut pas le caoutchouc, donc on développe assez au niveau virtuel. Oui, ça répond à cette problématique de durabilité qui est évidemment au cœur des préoccupations de tous les acteurs. Maintenant, ça l'est forcément pour vous et du coup, ça passe forcément par l'innovation. Oui. Le sport automobile, on observe qu'il est en développement, en transformation de devenir aussi un sport plus durable. Si on regarde le championnat de rallye, il y a des voitures hybrides. Un championnat endurance, comme les 24 heures du Mans, c'est des voitures hybrides. Même dehors, il y a une voiture en hydrogène. Donc ça se développe. On utilise des carburants plus durables. Et c'est aussi dans cet aspect que Bridgestone investit beaucoup. On a investi aujourd'hui dans ce qui s'appelle la gouayoule. La gouayoule, c'est une plante qui sait remplacer le caoutchouc naturel. Le bénéfice de cette plante aussi, c'est qu'elle sait survivre dans un environnement désertique. Donc il y a 2 avantages. Et à l'instant, on a investi à peu près 100 millions de dollars dans notre plantation à Arizona, aux États-Unis. Et on utilise le gouayoule déjà aujourd'hui dans le flanc des pneus qu'on fournit au IndyCar. Et c'est ça aussi finalement qui vous permet de mettre au point le pneu du futur. C'est quoi le pneu du futur ? Le pneu du futur, il est assez compliqué parce qu'on passe en voiture électrique avec beaucoup plus de performance en termes de couple. Ça donne aussi un challenge au niveau performance kilométrique parce qu'il y a ces couples. Finalement, on travaille avec à peu près 2500 ingénieurs au Japon, 600 ici en Europe. On dépense 800 millions d'euros d'investissement chaque année en R&D pour développer en effet ce pneu du futur. Chez nous, par exemple, un dérivant de la participation au World Solar Challenge, donc les voitures solaires, on a développé ce pneu-là, c'est une technologie qui s'appelle O-Logic. C'est un pneu vraiment étroit et assez large comme haut comme hauteur. Et c'est exactement cette technologie qu'on utilise sur les voitures électriques qu'on se retrouve aujourd'hui sur les routes. Donc ça, c'est un exemple de comment se développe
le pneu du futur. Oui, avec cet objectif de performance et d'éco-responsabilité au final. C'est ça les deux termes qu'il faudrait garder. Oui. Donc finalement, on a chez Bridgestone l'objectif d'être en neutralité carbone ici 2050, avec une étape intermédiaire en 2030 d'être à 50% neutre en carbone. En plus, on a aussi l'objectif d'utiliser à 100% des matériaux durables dans nos pneus. Enfin, on a l'engagement aussi de développer des solutions, des produits durables qui servent, qui supportent la mobilité des gens, mais qui servent aussi à diminuer et à préserver notre planète. Parce qu'après tout, c'est ça ce qui compte vraiment. Merci beaucoup, Steven. Et merci, on peut vous applaudir d'avoir répondu tout en français, parce qu'on le sait, ça n'est pas évident. Merci. On va parler des pneumatiques des athlètes à présent avec vous, Stéphane. On va parler de chaussures, parce que c'est un véritable enjeu en athlétisme. On le voit depuis longtemps maintenant. Et on se pose toujours cette question, quelle part ont ces innovations dans la performance globale des athlètes? On peut prendre par exemple l'exemple du dernier gros record aux Jeux de Tokyo de Warholm sur 400 mètres haies. Quelle part de la performance ont ces nouvelles chaussures, ces nouvelles pointes dont vous allez nous parler? Alors, les choses ont beaucoup changé dernièrement, mais c'est sûr que comme dans tous les sports, quand on se rappelle qu'au championnat d'Europe, dernièrement, Pascal Martino-Lagarde a perdu la médaille d'or pour 1 millième de seconde. En ski, on ne le mesure même pas, on ne départage pas au millième, et pourtant les vitesses sont plus importantes. En athlétisme, on départage, donc 1 millième de seconde, c'est vraiment rien. Et donc, quand l'or et l'argent se jouent à ce niveau-là, forcément, on recherche des optimisations. Ce n'est pas nouveau sur les chaussures, mais on avait même, on se souvient, je ne sais pas pour ceux qui ont encore les images en tête de Katie Freeman quand elle gagne en Australie, course de 400 mètres plat, l'australienne, avec une cagoule, ou Florence Griffith-Joyner avec une cagoule aussi. Sauf que bon, l'air et aux vitesses de déplacement, il y a très peu de gains. En plus, l'air est, je ne sais pas si Charles me contredira, mais l'air est 800 fois moins résistant que l'eau. Donc avec la vitesse de déplacement que l'on a, en plus, il n'y a pas vraiment de gain pour une voiture, oui, à des grandes vitesses, mais pas pour un athlète. Et donc là, le focus est arrivé sur les chaussures, parce que le contact au sol, le rendement du geste, au-delà de la physiologie, est important. Et c'est vrai que ces derniers temps, les choses ont bougé. Il faut savoir que les textes, au départ, de World Athletics, qui est la fédération qui réglemente les chaussures, étaient très clairs. La chaussure est là pour protéger le pied de l'athlète. On vient d'un sport où, en 1960, Abebe Bikila est champion olympique à Rome, l'Éthiopien, champion olympique à Rome, pieds nus. Donc, et on est dans un sport qui est très, très universel, qui est sans doute l'un des plus universels au monde. Donc on n'est pas dans un sport qui, par justement sa débauche de moyens technologiques, le rend un peu moins universel, parce que tous les pays ne peuvent pas y accéder. Abebe Bikila était éthiopien, venait d'un milieu modeste, donc on a cette culture-là. Et là, tout à coup, il y a eu un changement de paradigme avec des chaussures, et là aussi l'apport de nouveaux matériaux. Alors d'abord, on parle beaucoup du carbone, mais il y a des nouvelles mousses. Dans les chaussures, on mettait beaucoup de l'EVA, qui est un matériau assez basique, qui amortit mais qui ne restitue pas d'énergie. Donc il avait ce rôle de protection, mais pas un rôle très actif de restitution d'énergie. Il absorbait de l'énergie. Donc protection, mais pas de performance. Et puis, il y a des nouvelles mousses qui ont été créées avec deux grands acteurs, un qui est allemand, un chimiste allemand, qui équipe une marque allemande, et puis un qui est français, qui équipe une marque américaine. La combinaison de ces mousses plus le carbone sur des semelles qui sont intégrées à l'intérieur, vraiment de la pointe des pieds jusqu'au talon, fait qu'on a un petit peu la restitution d'une lame de carbone. En handisport, on se souvient de l'affaire Pistorius, et donc je dirais que World Athletics a été un peu pris de vitesse par cette évolution technologique, et on voit bien dans la société, tout va très vite, et on a l'impression que la façon de produire, les modalités de production des règlements ne sont plus adaptées à l'évolution
de la société, et qu'on le voit pour, je disais tout à l'heure, mais quand on a vu débarquer les trottinettes, on ne savait pas si elles devaient être sur la route, sur le trottoir, et on voit qu'il y a tout le temps un temps de retard, tout va très vite et les adaptations sont longues, et on a subi ça, et tant bien que mal, la fédération a essayé de cadrer ça, mais on a bien vu avec le record de Karsten Warholm qu'on a un saut qualitatif, plus les pistes aussi, qui sont normées d'une certaine façon, mais là aussi, on a des jauges, des contraintes, mais on essaye dans cette jauge, tout en restant dans le règlement, de trouver des solutions. Et voilà, donc il y a un travail qui se fait aujourd'hui pour normer un peu les choses, mais on est encore en retard. Je vais libérer Charles, qui doit mettre les voiles. Je vous reprends cette bonne blague, parce que je ne sais plus si c'est Yoann ou si c'est vous, Stéphane. Voilà, on vous souhaite une très bonne route du Rhum. Charles, et merci d'avoir été avec nous. Et vous en emmenez une partie du matériel, du coup, parce que vous en avez peut-être besoin. C'est le foil de notre canapé. Merci beaucoup. Stéphane, à quel moment, finalement, on est passé de... C'est vraiment intéressant, de ce changement de philosophie entre ces chaussures, on veut qu'elles soient là pour sécuriser les athlètes, leurs chevilles, j'imagine, et à se dire, tiens, elles pourraient m'aider à être plus performant, ces chaussures. Mais en fait, les équipementiers ont saisi l'opportunité de ces nouveaux matériaux, de ces nouvelles mousses, pour dire voilà, comment on peut faire en sorte, tout en étant dans la réglementation, parce qu'il y avait déjà une réglementation d'épaisseur de semelles qui existait déjà, mais qui laissait beaucoup de place à ce qu'on mettait à l'intérieur, qui laisse d'ailleurs toujours beaucoup de place à ce que l'on peut mettre à l'intérieur. Et le gros problème, c'est que, en fait, ce qu'il faudrait faire tout simplement, hein, c'est de faire de la caractérisation du dynamisme de la chaussure, et donc d'inventer un outil de mesure qui va caractériser le dynamisme et dire aux équipementiers, voilà, une chaussure, quand elle passe dans la chambre d'appel dans cet appareil, si on déforme la semelle, la restitution d'énergie et la vitesse de restitution doit être tant au maximum. Et là, du coup, on bloque d'une certaine façon le problème, qui est le problème principal pour moi, qui est le problème d'accessibilité à cette technologie et des écarts qu'il va y avoir, puisque la jauge aujourd'hui elle est très permissive, et donc elle va permettre à des équipementiers de fournir des chaussures beaucoup plus performantes que d'autres. Certaines marques ont eu de l'avance sur d'autres, après on rattrape, mais ce sont les athlètes qui en font les frais finalement, parce que encore cet été, ou l'été dernier, si on prend sur le 400 mètres haies, il y avait des athlètes qui couraient voilà, avec des chaussures très performantes, d'autres avec de chaussures moins performantes, et c'est comme si on laissait les athlètes courir avec des haies à 99 cm dans un couloir et à 91, qui est la hauteur normale d'une haie de 400 haies, dans l'autre, ou alors à 84 et à 91. Donc là, on a vraiment un problème d'équité, que ça évolue, oui, mais on a mal géré le problème d'équité, même si au départ, World Athletics avait mis un schéma de disponibilité du produit, c'est-à-dire qu'elle a interdit les prototypes, et il fallait qu'une chaussure utilisée en compétition soit au moins disponible sur le marché un mois avant. Mais disponible sur le marché, ça veut dire quoi? Dans quelle quantité? Géographiquement, quand il y a une rupture de stock, comment on fait? Si on dit disponible sur le marché, il y avait 100 paires, elles sont parties pour le monde entier. On voit bien que ça a été fait vraiment un petit peu en réaction, et qu'on n'est pas encore au point, et qu'il y aura toujours de l'équité tant qu'on ne gérera pas plus sur, je dirais, de la caractérisation de la dynamique de la chaussure. Oui, on l'avait vu au moment, évidemment, également du record du marathon d'Eliud Kipchoge, qui a été le moment où on a beaucoup parlé de ces histoires de matériel, mais ça reste quand même fascinant de se dire que grâce à cette innovation, on peut faire un marathon en moins de 2 heures. Oui, alors quand il a réalisé le marathon de moins de 2 heures, il s'était mis dans un contexte qui... Oui, il n'y avait pas que les chaussures, n'était évidemment. Pas homologable, parce qu'il n'y avait pas que la chaussure, il y avait des lièvres qui se relayaient, il y avait une voiture qui assurait le tempo devant, donc il n'était pas protégé par la voiture, mais bon, il y avait tout un dispositif sur un circuit qui lui a permis de courir moins de 2 heures. Mais c'est vrai que ces chaussures, et c'est d'abord arrivé par la route, cette révolution, avec des chaussures qui peuvent avoir 4 cm d'épaisseur. Donc 4 cm d'épaisseur, on peut mettre énormément de technologie. Même si World Athletics a très vite mis quelques règles. Par exemple, on n'a pas le droit de mettre 2 épaisseurs de carbone l'une sur l'autre. On n'a pas le droit de faire un sandwich carbone-mousse-carbone. On doit avoir une seule épaisseur de carbone. Mais malgré tout, la lame de carbone, elle n'est pas réglementée. Est-ce qu'elle fait 2 mm, 3 mm, 4 mm? Ça, aujourd'hui, ce n'est pas réglementé, et ça donne des possibilités encore pour faire évoluer, et malheureusement pour créer des inégalités. Dans un sport, une fois de plus, il ne faut pas oublier qu'on courait pieds nus encore. En 60 à Rome, on pouvait gagner un marathon pieds nus, et qui est un sport très universel.
ça pose plus problème que dans des sports qui le sont moins, où effectivement, ce sont des sports mécaniques par définition. Dans la voile notamment. Voilà, dans la voile, effectivement, la voile, c'est voilà, ça fait un peu penser à Go-Go Gadget au pied avec des ressorts et tout. On va en parler avec Laurie, mais nous c'est exactement le même problème qu'on peut rencontrer en vélo. D'ailleurs, c'est un peu le titre de l'intervention. On avance sur la performance, mais jusqu'où, pourquoi et jusqu'où? Oui, ça devient philosophique. Malgré tout, effectivement, je voudrais juste qu'on revienne sur l'histoire de règlement, parce que le règlement, il va évoluer après 2024 pour être quoi cette fois, pas en réaction, justement, on essaye un peu d'amorcer les choses ou... Alors, le règlement, il va évoluer avec une épaisseur unique, un petit peu moins d'épaisseur qui laisse moins de place à l'innovation. Précisément, ça donne quoi? Ça va passer à 2 cm. En fait, on avait sur les pointes, selon les disciplines, de 20 à 25 mm. Maintenant, ce sera 20 mm pour toutes. J'ai pas entendu de changement de réglementation. On est toujours à 4 cm, je crois, pour les running, donc pour toute la course sur route. Mais on ne va pas vers, malheureusement, de la caractérisation comme on le fait pour une piste. Même si c'est imparfait, une piste, elle a un taux de restitution, et notamment c'est depuis Atlanta, aux Jeux d'Atlanta, les demi-fondeurs c'était plein parce que la piste était très très dure, très rapide, et restituait énormément d'énergie. Donc quand on fait du 100 mètres, ça va, mais quand on fait un 10 000, ça pose des problèmes de récupération, des problèmes de douleur. Donc 65% maximum de restitution, on lâche une bille à 1 mètre, et elle doit remonter de 65 cm au maximum. Si elle remonte à 70, la piste n'est pas homologuée. Donc on a ce genre de réglementation. Pour autant, c'est imparfait, parce que là aussi, si on revient sur la piste, à Tokyo, Mondo a sorti, qui est un fabricant du sud du Piémont de l'Italie, et Mondo a sorti cette piste, et les ingénieurs disaient eux-mêmes qu'elle avait un rendement supérieur de 1 à 2%. Mais 1 à 2%, une fois de plus, c'est énorme quand on parle de millièmes, et tout simplement parce que la normalisation de la piste, elle se fait en verticale. Mais en réalité, l'athlète cherche à avoir un toucher de sol le plus tangentiel possible pour que la restitution soit le plus tangentielle possible à la piste. On cherche à aller vers l'avant, pas vers le haut. Et donc, si on a une piste qui se déforme au moment où on griffe le sol et qui restitue beaucoup d'énergie, forcément, ça va vous donner un petit peu plus. Et la normalisation, elle ne se fait pas sur cet axe-là, elle se fait verticalement. Donc, on voit qu'il y a des problèmes de normalisation, d'outils de normalisation, et puis les ingénieurs, que ce soit pour les chaussures, que ce soit pour les pistes, s'engouffrent dans ces zones un peu grises ou dans ces failles dans la normalisation. Alors, si la piste, une fois de plus, elle est accessible à tout le monde, c'est bien, mais celle de Tokyo de l'année dernière, elle était unique. Donc, pour des athlètes qui veulent réaliser des minima de qualification, s'ils peuvent aller sur cette piste, ils ont une chance en plus. Si en plus, ils ont les bonnes chaussures. Et donc, ça crée des inégalités. Voilà. Je comprends ce sujet d'inégalité, mais est-ce que vous auriez aimé vous dire que vous auriez pu courir encore plus vite avec le matériel d'aujourd'hui, même si c'était il n'y a pas très longtemps? Oui. Non, mais c'est très différent de ce avec quoi je courais. J'aurais bien aimé pour les sensations. Pour le 400 mètres haies, il y a un intérêt supplémentaire parce que c'est vrai que ça a beaucoup bougé. Il y a eu le record du monde du 400 mètres haies à Tokyo l'année dernière, hommes et femmes, encore féminin cette année à Eugene lors des championnats du monde avec une progression incroyable. Et en fait, dans le 400 mètres haies, on a un intervalle, on a la contrainte de l'intervalle, c'est 35 mètres. En fonction de sa fatigue, on a un nombre de foulées. Et en fait, c'est comme en vélo, c'est-à-dire si on n'a pas le bon braquet, si on a un braquet trop gros, ça nous coûte de l'énergie. Si c'est trop souple, ça nous coûte de l'énergie. Il y a un optimum. Sauf que quand vous courez 35 mètres, si c'est 13 foulées, c'est 13 foulées, c'est 14, c'est 14. Mais peut-être que votre bonne foulée, ce serait 13,5. Voilà. Sauf que ce n'est pas possible. Donc, soit vous tournez trop vite, soit vous tirez trop grand comme braquet. Et avec ces pointes-là, ça vous permet d'avoir une réserve énergétique et d'être plus facilement sur votre bonne foulée plus longtemps. Et donc ça permet, on voit souvent à des athlètes de finir plus fort que d'habitude, parce que pour la même vitesse dans la première partie de course, ils sont plus économes. On va parler parce que c'est intéressant d'échanger vos expériences avec vous, Johan, également. Je rappelle que vous êtes consultant cyclisme France Télévisions. Vous avez été cycliste professionnel pendant quelques années, pendant 13 ans. Je voudrais que vous nous parliez de ces vélos d'aujourd'hui qui sont... on parle toujours beaucoup de Formule 1 parce que c'est le top de la technologie, qui sont de véritables Formule 1. Mais il faudrait qu'on se rappelle d'où on est parti aussi. Et on est parti de très loin. On est parti très loin. Bonjour à tous déjà. C'est dommage que Charles n'est plus là parce que moi j'avais une vision qui est un peu complètement différente du sport.
on parle de sport, et bien sûr que l'innovation technologique, elle va avec. Le travail d'ingénierie, il fait partie part intégrante du sport. Mais pourtant, dans le vélo, on a vu, je ne sais pas si j'avais fait un petit slide. Oui, effectivement, je le vois. Il y a les innovations technologiques, il y en a deux sortes. Il y en a pour la sécurité dans un premier temps, et l'autre pour la performance. C'est deux innovations qui sont complètement différentes. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors là, on ne va pas faire la liste non exhaustive de toutes les évolutions, mais bien évidemment, l'évolution en vélo, il y en a eu, puisque le vélo a commencé par la draisienne, où au début on poussait sur les pédales, et on peut passer à la suivante. Donc le vélo de Maurice Garin, vainqueur du Tour de France 1903. Non, mais il n'avait pas de frein. C'est quand même. Voilà, on peut revenir à celle d'avant. C'est pour ça qu'on a envie de raconter. On était seulement en 1903. C'est pas. Exactement. Donc là, on est en 1903. On fait ce qu'on appelle du vélo. Du vélo à proprement parler, de la bicyclette, avec des pédales, mais sans frein, sans dérailleur, avec des tubes de chauffage. C'est un vélo pignon fixe, exactement, pas de dérailleur et pas de frein notamment, puisqu'il fallait rétro-pédaler pour freiner. Autant dire que c'est pas du tout le même sport. Photo suivante, on peut voir Filippo Ganna, qui est le champion du monde du contre-la-montre, qui court sur un vélo bien spécifique, puisque c'est un vélo de contre-la-montre. Il a ses avant-bras qui sont posés sur des repose-bras qui sont moulés à son bras. Il a une roue lenticulaire à l'arrière, il a un dérailleur électronique Shimano 11 vitesses, pour ceux qui se connaissent. Je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est les roues lenticulaires. C'est justement ça, Laurie, c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Finalement, on est dans une évolution technologique où rien que sur cette photo comparée à celle de Maurice Garin, il y a plus de 1000 innovations. Entre le casque, les capteurs de glycémie qu'on ne voit pas, qui sont dissimulés sous la combinaison, il y a du vortex qui est sur la combinaison. Bref, c'est tout un tas d'évolutions qui ne sont pas forcément perceptibles pour le spectateur. On peut passer à la suivante. Vraiment, ce qui a été intéressant, je suis désolé, ça fait un peu élève de 3e G qui a fait un PowerPoint sur. Non, mais j'ai trouvé ça intéressant d'illustrer parce que justement l'aérodynamisme a eu son importance très rapidement en 79, mais surtout, on se rappelle tous sur la slide suivante, précédente du coup. Du Tour de France et du duel entre Greg LeMond et Fignon, qui a été favorable à l'Américain pour 8 secondes. Et justement, l'Américain avait utilisé un cintre comme celui-là, un cintre profilé avec des roues aérodynamiques, on peut le voir à l'arrière. C'est une roue carbone complète. Et c'est vraiment la première fois où clairement l'optimisation du matériel va avoir une incidence positive, même jusqu'à un coureur de faire la différence pour aller gagner le Tour de France. Ouais, positif pour l'un et négatif pour l'autre. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Pareil, de la même manière, on a ce qu'on appelle, avant on avait les cale-pieds, Maurice Garin, lui il avait juste ses chaussures qui posaient sur ses pédales. Aujourd'hui on a eu l'apparition des pédales automatiques. Encore une fois, dans un souci de performance, on ne fait plus que pousser, on tire et on pousse. Forcément, du coup, on a un bras de levier qui est complètement différent. On va passer à la suivante, on va faire un peu plus vite. Là, c'est une roue lenticulaire, une comète, pareil. Une nouvelle fois, c'est la technologie du carbone qui est arrivée dans le cyclisme. Suivante, s'il vous plaît. Évolution importante, c'est le monobloc carbone. Encore une fois, un peu comme dans l'athlétisme, quand le carbone a fait son apparition, on a compris très rapidement qu'on arrivait à gagner du poids, on arrivait à gagner de l'inertie et surtout de la rigidité. Du coup, forcément, on a des courses qui allaient de plus en plus vite. Sur la suivante, on peut voir aussi qu'au point de vue de la sécurité, on a des manettes qui ont été intégrées avant. Vous savez, on avait les vitesses, les leviers de vitesse au cadre. Maintenant, c'est plus le cas. Les vitesses sont au niveau du guidon. Sur la suivante, c'est les freins. Tout simplement, les freins, avant, il fallait rétro-pédaler. Et maintenant, on a des freins qui sont pour la sécurité des coureurs. Alors là, celles-ci, ce sont des patins. Maintenant, la plupart des coureurs du Tour de France sont équipés de freins à disque. Pareil sur le dérailleur électrique, on a vu Maurice Garin qui n'avait pas de dérailleur. Désormais, toutes les marques font des dérailleurs électriques.
Les autres innovations, et c'est là où je vais en venir, les capteurs de puissance notamment, qui permet une nouvelle fois dans ce côté performance, vraiment de mesurer la performance qui est développée par l'athlète à l'instant T. La performance, elle est mesurable vraiment par la puissance qui est développée par le coureur. Les oreillettes, c'est aussi une autre innovation en termes de cyclisme. C'est l'équipe Motorola en 92 qui a porté les premières oreillettes, ce qui va avoir une incidence énorme sur la manière de courir, puisqu'il y a un message qui est transmis entre du coup, le directeur sportif et le coureur. Le vortex, ça on peut passer très rapidement, c'est une matière qui évite justement, qui permet une meilleure aérodynamisme. C'est pour ça que j'aurais bien aimé en parler avec Charles, mais une prochaine fois. Et voilà, et là on arrive un peu sur les limites de ces innovations, notamment les capteurs de glycémie. Je trouve que la frontière, elle est assez mince avec ce qu'on peut appeler presque le dopage. Pour moi, l'essence même du sport, c'est pas de passer son temps derrière un ordinateur ou de passer son temps à regarder sa glycémie sur un ordinateur de bord. On peut avancer le slide. Voilà, ça c'est un exemple de capsules qui peuvent être ingérées par certains coureurs pour mesurer la température interne, encore une fois dans un souci de performance. Là, on va en parler après, mais c'est un casque qui a été mis en place, notamment par certaines équipes, pour réduire les neurotransmetteurs. On va y revenir avec Laurie après. Et enfin, voilà, c'était la fin de mon slide. Non, mais ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on va trop loin, mais aussi est-ce que ce qu'on appelle ces gains marginaux, ma première question déjà, c'est est-ce qu'ils sont vraiment utiles ? Les gains marginaux, c'est ce que disait Stéphane. On a essayé d'aller chercher des différences là où on peut se faire. Une course de vélo, ça peut parfois se perdre pour 1 centimètre, comme un 400 mètres pour 1 millième de seconde. Donc il faut travailler là-dessus sur ces petits détails qui font la différence. Le problème, c'est que déjà, vaut mieux travailler sur ça que sur le dopage, je trouve. Parce que le cyclisme, pendant des années, a malheureusement véhiculé une image un peu nauséabonde. La recherche et développement, quand on parlait de recherche et développement, la recherche et développement dans les équipes, c'était de rechercher le meilleur moyen de tricher, de se doper. Alors que ces dernières années, c'est plus le cas. On a tendance à travailler sur le tissage du carbone, le tissage de la fibre carbone pour rendre le vélo de plus en plus rigide, de plus en plus nerveux. On est dans un travail pour la sécurité des coureurs. Ça, c'est important. C'est une partie essentielle. Mais, comme on peut le voir, jusqu'où on va dans cette logique ? Moi, j'ai commencé ma carrière pro en 2007. Et j'ai fait 13 ans chez les pros. J'ai commencé, quand j'allais rouler, je regardais les horloges sur les églises. Je sais que je partais à 8h et puis quand je voyais que j'avais fait 7 heures de vélo, je rentrais à l'entraînement et je faisais les pancartes à l'entrée des villages, tu vois, pour faire les sprints, tu vois. Et sur mes dernières années, j'avais un compteur de marque Garmin avec plein d'informations, avec la puissance, avec même un capteur de glycémie qui me disait là tu dois boire un bidon, là tu dois faire ça, tu dois rester tant de minutes à tant de watts. Donc je partais avec un post-it en disant voilà 1 minute à 350 watts, ensuite 2 minutes à 400 et finalement, comme tu le disais Laurie, il y a presque une question philosophique derrière ça. L'innovation, c'est bien, je trouve ça très très bien, parce que quand ça peut bénéficier à toute une société et tout après au merchandising qui est fait par les fabricants, mais il faut pas oublier la notion de plaisir, je pense. Et c'est l'essence même du sport. Et est-ce que, je me pose toujours la question, j'ai toujours le sentiment qu'on ne demande pas forcément leur avis à ceux qui pratiquent. Et est-ce que les cyclistes, aujourd'hui, avec lesquels vous échangez, parce que voilà, vous êtes consultant, est-ce qu'eux, ils pensent à ça? Est-ce qu'ils ont un avis sur la question? Est-ce que justement, ils se rendent compte que peut-être ou pas, ils perdent du plaisir à cause de cette innovation? Je rigolais, Stéphane, avec les semelles de GoGo Gadget, mais clairement, dans 4 cm
tu peux y mettre n'importe quoi. C'est quoi la suite? On va mettre des espèces d'aimants ou des choses magnétiques qui vont faire qu'on a une récupération d'énergie. Ce qui peut, d'ailleurs, c'est un peu la spéculation et c'est un peu ce qu'on se demande parfois quand on regarde les courses de vélo à la télé. On se dit, c'est quoi la suite? C'est quoi l'innovation? Alors, il y a peut-être plus, ou j'espère un peu moins, de dopage biologique, mais est-ce qu'on ne va pas arriver à un dopage mécanique? On s'est déjà posé la question. Il y a eu le cas de Fabien de Cancellara sur le Paris-Roubaix il y a quelques années ou sur le Tour de Flandre où on s'est posé la question. Pourquoi pas? Sur un vélo, dans des semelles, il y a 4 cm pour cacher. Dans des roues de vélo, il y a 5 cm à l'avant. On va mettre des petits moteurs de partout. Effectivement. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'était, pardon, oui, c'est vrai, je suis... Les coureurs, les coureurs, les athlètes, quel est leur sentiment? Est-ce qu'ils n'ont pas envie aussi de faire parler? Le sujet des oreillettes est vraiment intéressant à ce sujet. Est-ce qu'à un moment, on n'en a pas marre qu'on nous dise ce qu'on doit faire alors qu'on pourrait décider nous-mêmes? Je pense que le fait que le cyclisme soit un sport où il y a quand même beaucoup d'enjeux, les coureurs n'ont pas cette liberté d'expression comme moi je pouvais l'avoir. Clairement, les oreillettes sont néfastes pour le cyclisme, puisque ça rend une course stéréotypée, monotone, où les ordres sont guidés notamment via la télémétrie. Alors c'est pas encore autorisé, la télémétrie c'est la méthode qui consiste justement à envoyer l'information des watts ou autre chose, ou toute autre information, ça peut être la fréquence cardiaque, ça peut être la glycémie du coureur, au directeur sportif qui se trouve dans la voiture, et finalement le directeur sportif, il joue un peu à la PlayStation, un peu à Cycling Manager. La télémétrie en Formule 1 s'est développée depuis très longtemps. Ouais, exactement. D'avoir des retours d'informations pour pouvoir... Avoir un feedback entre Sauf que la plupart des coureurs, je parle en leur nom, mais ils préfèrent... être autonome sur leur vélo. Alors quand j'entends par autonome, c'est prendre les décisions qu'ils veulent, être sur un vélo, effectivement, un vélo qui soit en bonne sécurité, qui freine bien, où les vitesses passent bien et tout ça, oui, mais par contre un vélo où justement, et je te rejoins Stéphane là-dessus, qui va faire qu'il y ait des différences énormes entre une équipe et une autre, non, parce que clairement, entre certaines équipes et d'autres, on ne fait pas le même sport. Ça veut dire que les constructeurs travaillent dans la recherche et développement, certes, tous, mais à des vitesses plus ou moins différentes. Et ça veut dire qu'il y a certaines équipes qui sont en retard de 5 ans. Ça m'est déjà arrivé d'être dans un peloton et de voir le mec à côté de toi qui pédale pas. Et toi, tu es sur le vélo, tu pédales, tu te dis, ouais, alors ok, c'est les roulements, c'est tout ça, c'est le tissage de la fibre carbone. Mais je trouve qu'il y a justement une inégalité qui est accentuée entre les sportifs. Qui pourrait se régler finalement en cyclisme comme en Formule 1, en mettant une limite. Alors, il reste quand même beaucoup d'écart en Formule 1 entre les voitures de devant et celles de derrière, mais il y a une limite qui a été mise de on peut investir tant et pas plus, même si ce temps est quand même assez important, c'est des millions. Oui, il y a le salary cap ou le budget cap qu'on peut donner. Mais nous, effectivement, dans le cyclisme, on a des équipes, par exemple comme les Émirats Arabes Unis, qui ont des budgets quasiment illimités. Et finalement, où la course à la performance, elle est aussi illimitée. Mais moi, mon interrogation, elle n'est pas celle-ci. À la limite, c'est plus jusqu'où on va. On a passé brièvement sur les capteurs. Alors, remontrons ces casques-là, parce que c'est assez fascinant. Alors, non, mais c'était une image d'illustration, bien sûr. Oui, elle était non contractuelle, mais c'est une entreprise qui s'appelle Neurosciences qui a mis ça en place. Et en mettant des légères impulsions électriques au niveau des synapses, ils arrivent justement à stimuler l'information qui doit être donnée aux muscles. Et moi, ça me choque. Parce que finalement, on n'est plus vraiment sur du sport, on est sur du toujours plus à l'innovation. Et pour résumer, l'innovation c'est bien. Je trouve ça très bien. Quand ça va pour la sécurité des coureurs, quand ça va pour l'innovation, parce que c'est plus agréable de rouler sur un vélo qui va vite, effectivement. Maintenant, on n'est plus sur le vélo de Maurice Garin, on a des vitesses, on a 11 vitesses, on arrive à monter l'école avec des tout petits développements. Le vélo est accessible à tout le monde, qui plus est dans une ère de développement durable et d'écologie. Mais en revanche, ça doit rester du sport, ça doit rester du cyclisme, ça doit rester un sport avec un cadre, 2 roues, un guidon et des vitesses. Parce que sinon, ça s'appelle plus du vélo, ça s'appelle du MotoGP.
Il y a un enjeu aussi sur des sports comme les nôtres qui sont des sports hautement physiologiques. C'est peut-être différent de la voile, c'est peut-être différent de la Formule 1, même si on sait que c'est très éprouvant. C'est pas ce que l'on perçoit en premier et on accepte assez volontiers la place que joue la voiture dès le début dans la performance, même si une fois de plus ce sont de très grands athlètes et souvent qui sont même très bons triathlètes pour certains pilotes de Formule 1, il faut des qualités physiques, mais c'est plus visible chez nous. Et donc si à un moment cette technologie vient perturber, il y a un problème aussi dans la relation avec le public pour apprécier la performance. Et Karsten Warholm, qui a battu le record du 400 mètres haies, qui a des chaussures développées, qui étaient prototypes avec un partenaire qui travaille dans l'automobile aussi, lui-même militait pour qu'il y ait une meilleure réglementation, parce qu'il dit que c'est un problème de crédibilité. Et je crois que dans des sports comme le nôtre, c'est aussi la relation avec le spectateur qui est en jeu. C'est-à-dire que quand on voit courir Usain Bolt, on trouve ça magnifique, on trouve ça formidable, parce que c'est un être humain qui court, c'est insemblable, même s'il est très différent, c'est quand même insemblable. Et c'est ça qui fait incroyable ce que l'être humain est capable de faire. Maintenant, je le dis souvent, regardez Ariane au décollage, la fusée, c'est sympa, mais ça ne procure pas la même émotion, ça ne crée pas ce lien. Et si on a une technologie qui crée cet écart avec la personne qui regarde la performance sportive, eh bien, elle ne saura plus l'apprécier. Parce qu'elle dira, de toute façon, moi, ça se trouve, on me donne les mêmes chaussures, je vais faire la même chose. Alors que ce ne sera sans doute pas vrai. Mais ça va créer une sorte d'écart comme ça. Donc, dans ces sports-là, je pense que c'est un vrai problème. Si à un moment on crée une rupture, on peut imaginer un archer avec, si on va plus loin encore aujourd'hui, avec un appareillage oculaire, des implants qui permettent de... Bon, si on a des robots qui sont en train de réaliser de la performance, ça ne va pas nous émouvoir de la même façon. Et l'émotion du sport, elle vient aussi du fait qu'on est semblable, même si on est très différent, on appartient à la même... je dirais, à la même espèce humaine comparable. Et je pense que ça, c'est un élément important, surtout dans des sports qui sont hautement physiologiques. Mais le public aime aussi, est friand, et on l'a vu avec Harold, de records, de records du monde. Oui, alors c'est aussi... je pense que si la Fédération internationale World Athletics a laissé filer ça, c'est qu'il y avait un intérêt. Il fallait gérer l'après-Bolt. Et l'après-Bolt, quand quelqu'un comme Usain Bolt part, ça fait un grand vide. Au lieu de gérer les problèmes de circuit, qu'elle a les problèmes de compréhension, de lisibilité, ça c'est facile. Hop, on laisse glisser. Et il y a du record du monde, quitte à ce qu'il y ait une suspicion sur ces records du monde, qui pose des problèmes même aux athlètes. Et Warholm le disait. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Et en plus, l'athlétisme, la racine, c'est vraiment la confrontation à Atlos, c'est le combat. Et ça vient de là. Donc le chrono, il a été introduit pour séparer le premier du deuxième, mais il n'y avait pas de notion de temps avant. On avait le premier, à l'œil, on pouvait juger du premier du deuxième, donc il y avait le champion, il y avait le deuxième, et puis on a introduit le chrono, et puis de plus en plus précis. Ça fait que les gens ne se confrontaient plus, et on comparait les chronos dans le temps, dans l'espace, en une même année, les gens ne se confondent plus. Et pour moi, c'est une perversion de l'athlétisme. Au départ, c'est le combat, on est face à face et c'est celui qui va gagner le jour J, maîtriser ses émotions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce qui intéresse le plus encore, ce sont les Jeux Olympiques, les championnats du monde, bien plus que les meetings, parce que là, il y a du sens. Ces rendez-vous le jour J sont tous là et c'est de l'opposition directe. Et on ne parle plus record. S'il y a record, c'est très bien, mais on n'a pas besoin du record quand ça a du sens le jour des Jeux Olympiques, notamment, ou d'une finale mondiale. Il nous reste 2 minutes pour non, mais c'est rigolo parce que juste, on en parlait tout à l'heure avec Steven, mais on parle d'innovation technologique et tout ça, mais moi je suis toujours en train de faire du vélo et je suis toujours en train de crever avec des pneumatiques qui crèvent. Donc clairement, on est vous allez voir ça avec Steven. on a commencé à en discuter, mais effectivement, on est sur de l'innovation technologique, mais finalement, il y a plein de choses qu'on ne fait toujours pas. On est toujours sur des pneus qu'on crève. Je mets toujours des rustines pour réparer des boyaux. Ouais, des boyaux, c'est toujours le même problème. Moi pour conclure, vraiment, je suis un peu à contre-courant. Vraiment, l'essence, ça doit rester le sport. Comme tu disais, Stéphane, j'aime pouvoir comparer mes performances à celles d'un coureur du Tour de France. Ça veut dire que je peux avoir le même vélo que lui. Quand je cours, j'aime bien regarder le temps que je fais au kilomètre et je me dis, oh, putain, c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire sur les marathons. Et je trouve que c'est ça qui doit être important. Stéphane, le mot de la fin, finalement... c'est quoi? C'est trouver le bon équilibre entre innovation et quoi?
Oui, alors il y a un enjeu, c'est le respect du coureur, et c'est vrai que de le transformer en rat de labo, je pense que là, c'est quand on est dans cette logique-là, où on dit accélère maintenant, stop, arrête-toi, repars. Bon, je pense qu'on va trop loin, et c'est vrai que c'est ce qui a un peu introduit l'oreillette. En plus, c'est au détriment du spectacle sportif. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'équité. Je pense que, en plus, dans un sport comme le mien, j'y suis particulièrement sensible pour les raisons que j'évoquais. Et je prends souvent cet exemple, hein, la perche, bien sûr, ça a changé. On sautait avec des perches métalliques, on allait moins haut. Après, on est allé en fibre de verre. Aujourd'hui, certains équipementiers ont des fibres de verre carbone, mais elles sont accessibles. Donc, ça ne change pas. Mon dos du Plantis saute 6 mètres 21, pardon. Il aurait sans doute fait 4 mètres avec des perches métalliques ou 4,50, je ne sais pas. Peu importe, mais c'est accessible à tout le monde. Et là, on a de l'équité. Ce n'est pas le problème de l'évolution et de la comparaison dans le temps. C'est le problème de l'équité. Aujourd'hui, dans un sport comme le nôtre, où on parle de millième ou de centième, on ne peut pas se permettre d'avoir des choses aussi inéquitables. Donc pour moi, ce sont les deux enjeux. Et le troisième, je dirais, c'est ce rapport au public qui doit pouvoir, que le sport doit toujours pouvoir faire rêver. Et s'il est purement technologique, on crée une rupture. On va regarder ça, oui, comme Ariane au décollage. Ça nous fera rêver une fois, peut-être parce qu'on l'a vu, mais on n'ira pas tous les jours voir Ariane au décollage, je pense. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci à tous les trois, c'était passionnant.